Code red for Une humanity. partie de notre destin We est say it again. entre nos mains. Code People are red for dying. humanity. Très vigoureux de la part Entire de tous sont ecosystems are indispensables. collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. dit que notre trajectoire Des actuelle nous centaines amène de à milliers 2,7 d'espèces degrés. animales What we do végétales now pourraient être I will, menacées and in the next d'extinction dans un few avenir proche. S'adapter le profoundly mieux possible au affect changement climatique. Que the next disent les few prévisions de ces prochaines thousands années? Y aura-t-il encore de la Quand on neige en a montagne? estimé ce que Et lui il coûte faut le agir changement climatique, rapidement et il faut agir en 250 000 profondeur. francs par an. Le réchauffement climatique aujourd'hui est une réalité. L'humain est tout à fait responsable du changement climatique actuel. Il n'y a aucun doute là-dessus. On a avec nous le destin de l'humanité en fait. Depuis 2015, on a une vague de chaleur quasiment une année sur deux, ce qui est quelque chose qu'on n'avait jamais observé avant. Plus on attend et plus les choses vont empirer mais hors de toute proportion. On a tardé à agir. Si on avait agi dans les années 90, au début des années 2000, eh bien, probablement qu'on aurait pu inverser la tendance actuelle à laquelle on est confronté. Réchauffement minimal qui est prévu, parce qu'on ne pourra pas faire moins que ça, c'est 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc ça, quoi qu'on fasse, peu importe notre comportement, même si on arrête toute consommation du pétrole, ce sera plus 1,5. Ça, c'est acté, c'est comme ça. Et ça sera la moyenne pour tout le monde à partir de 2050 environ. Si on regarde en Suisse, le climat de la Suisse s'est réchauffé d'à peu près 2,5 degrés depuis l'ère pré-industrielle. Donc c'est plus de 2 fois plus que la moyenne globale. Et ça, pour des raisons qu'on comprend. La première, c'est que déjà, si on regarde le globe, il est surtout couvert d'océans. Et les terres se réchauffent plus vite que les mers parce que l'océan a une inertie thermique. Donc, il faut beaucoup plus d'énergie pour réchauffer de l'eau que du sol. Donc, d'une manière générale, les terres, les continents se réchauffent plus vite. L'hémisphère nord plus que l'hémisphère sud parce qu'il y a plus de terres émergées dans l'hémisphère nord. Et aussi, en Suisse, on est un pays montagneux. Et les endroits qui sont couverts de glace et de neige en partie, aussi pour une partie de l'année, lorsque, on va dire, il y a un réchauffement qui fait diminuer cette couverture de glace ou de neige, on a ce qu'on appelle des effets de feedback. Par exemple, ce qu'on appelle l'albédo feedback, c'est-à-dire qu'on prend un bout de glacier qui est plus ou moins blanc, donc qui réfléchit les rayons du soleil. Et si cette glace fond et laisse place à de la roche, qu'elle absorbe les rayons du soleil, on va avoir localement un réchauffement qui va être induit par ce changement de couverture du sol. Et ça explique pourquoi dans un pays alpin comme la Suisse, on a un réchauffement qui est plus important que la moyenne globale. Quand on a par exemple plus 2,7 d'augmentation moyenne de la surface du globe, il faut multiplier par 2 cette valeur. Donc ça veut dire qu'en 2100, il fera plus 5,4. En Suisse en moyenne, c'est énorme. On peut aussi multiplier par 3 cette valeur pour les pôles, et on peut multiplier par 0,5, donc diviser par 2 cette valeur entre les tropiques, pour faire très simple. Sans gaz à effet de serre, si la Terre n'avait pas d'atmosphère avec des gaz à effet de serre, il ferait moins 15 degrés en moyenne sur Terre, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Donc ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est comme une couverture qui permet d'avoir une température adéquate à la vie. Mais depuis la période de la révolution industrielle, les civilisations, l'être humain a commencé à émettre, à modifier la teneur de notre atmosphère dans ces gaz, à augmenter la concentration, ce qui fait que c'est comme si on épaississait la couverture. Et donc, comme réponse, le globe se réchauffe. Nous devons à la fois lutter contre l'augmentation de cette courbe du réchauffement climatique, mais aussi nous adapter, nous préparer aux effets de ce réchauffement climatique qui va provoquer évidemment des événements météorologiques extrêmes, de plus en plus fréquents, auxquels nous devons nous préparer. La Suisse va subir assez fort le changement climatique par rapport aux autres pays. Les scientifiques nous le rappellent, le prix de l'inaction est extrêmement élevé. Et on le voit, on a mis du temps finalement à réagir à ce phénomène, et aujourd'hui on en paye quelque part les conséquences. Le dernier rapport de synthèse du GIEC dit explicitement
qu'on a moins d'une décennie pour pouvoir espérer infléchir la tendance. Ça veut dire que voilà, on a moins de 10 ans pour faire énormément d'efforts pour changer les choses. Si on les fait après, ça n'aura plus beaucoup d'importance en fait. Il faut les faire maintenant, et même en les faisant maintenant, faut comprendre qu'on va même pas réussir en fait. On est dans un avion qui est en train de s'écraser, et ce qu'on essaye de faire, c'est de le poser sans tout détruire. La cause numéro 1, c'est l'utilisation des combustibles fossiles. Il n'y en a pas vraiment d'autres, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs autres, mais qui sont périphériques. Le principal, c'est le pétrole. Il faut arrêter de brûler du gaz, brûler du pétrole, utiliser de l'essence. Voilà, tout ça, il faut absolument arrêter le plus vite possible. C'est le principal facteur qui va influencer dans les années qui viennent si on réussit ou pas à faire une transition écologique. Les sociétés se sont développées principalement grâce aux énergies fossiles. Donc, il faut savoir que derrière tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a, il se cache de l'énergie. Que ce soit pour fabriquer, transformer, déplacer, derrière nos habits, derrière notre nourriture, derrière nos moyens de déplacement. Enfin, pour se déplacer, on brûle des énergies fossiles. La plupart de nos déchets sont liés au chantier de construction que nous connaissons. On est encore trop dans une dynamique de destruction, reconstruction à neuf systématique à chaque fois que l'on veut développer des logements, développer des bâtiments. De façon générale, en fait, il faut déjà qu'on soit tous d'accord sur le constat, sur la réalité, en fait, sur le constat que la Suisse n'est pas un pays modèle en matière de climat. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment que tout le monde sache. La consommation, les émissions de CO2 domestiques sont assez faibles, c'est vrai, mais quand on réintègre le commerce extérieur, quand on réintègre la finance, toutes les émissions qui ont été outsourcées, on est en Suisse parmi les pays les plus polluants de la planète, assez proche des Américains finalement, qui gaspillent énormément. Si on s'intéresse un peu au domaine, au type d'activité qui sont le plus émetteurs, ça va dépendre de quel pays on regarde. Par exemple, si on regarde en Suisse et en Europe, c'est principalement le transport, c'est le premier secteur en termes d'émissions, parce que le transport dépend notamment du pétrole. On a encore surtout le transport individuel, les voitures individuelles sont encore majoritairement des moteurs thermiques, donc qui dépendent d'énergie fossile. Et donc ça, c'est le premier secteur. Les autres domaines, c'est par exemple l'agriculture, chauffer les bâtiments, etc. Comme conséquence directe, donc, y a déjà la fonte des glaciers, puisque ça, dans les Alpes, il y en avait encore beaucoup il n'y a pas si longtemps. Depuis les années 60, on a perdu plus de la moitié de la surface des glaciers. On a une fonte record en 2022. Les glaciers suisses ont perdu 6%. Et cette année, en 2023, 4%. Donc en 2 ans, les glaciers suisses ont plus fondu qu'en 50 ans auparavant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui inquiète les spécialistes de la branche. Les glaciers sont des réserves d'eau, puisqu'elles alimentent pendant toute l'année les rivières, les cours d'eau, et donc permet l'agriculture. Et ça sera donc une conséquence assez dramatique en l'avenir. Ce qu'on observe dans nos mesures principalement, c'est que notamment les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et plus intenses. On a des précipitations, des événements de forte précipitation, donc de fortes pluies, qui deviennent aussi plus fréquentes et plus intenses. Par exemple, dans un pays montagneux, des fortes précipitations, ça peut amener à des éboulements de terrain, des inondations, etc. De manière générale, le cycle de l'eau s'intensifie, donc ça veut dire que c'est simplement parce que l'eau s'évapore plus, parce qu'il fait plus chaud. Donc du coup, quand l'eau tombe, elle tombe beaucoup plus et on a beaucoup plus de mal donc, à la stocker, à la canaliser. Donc ça occasionne beaucoup de dégâts. On voit les effets des catastrophes naturelles, des événements météorologiques extrêmes sur nos territoires, sur notre économie. Et je crois que tout le monde est conscient aujourd'hui de la nécessité d'accélérer les différentes mesures qui sont déployées pour lutter contre le réchauffement climatique. Le climat, on ne va pas soit le préserver, soit le détruire. C'est quelque chose de continu. C'est-à-dire que pour chaque dizaine de degrés, les impacts seront plus importants.
Aujourd'hui, on n'a pas le choix de devoir planifier l'adaptation. On observe une tendance, si elle est baissière, elle n'est pas suffisante, ça c'est évident. Alors là, je parle pour le monde entier. Les projections qui sont fournies par les pays eux-mêmes, c'est-à-dire par les gouvernements eux-mêmes, sur les effets que vont avoir les lois qui ont été implémentées, etc., nous amènent à plutôt une stagnation, c'est-à-dire qu'on arrête d'augmenter chaque année un peu plus les émissions de CO2 et on stagne. Mais il y a très peu de descente qui est envisagée. Et ce qui est envisagé, c'est de toute façon largement insuffisant pour rester en dessous de 2 degrés. Donc, peut-être qu'en Suisse, ça sera possible, mais je pense qu'au niveau mondial, c'est très, très, très difficile. Le Conseil d'État avait fixé comme objectif le zéro carbone à l'horizon 2050, avec une étape intermédiaire à l'horizon 2030 qui vise à réduire de l'ordre de 50 à 60% les émissions de CO2. Il y a eu une étude de l'EPFL récente qui démontre 2 choses. Alors il y a d'abord une bonne nouvelle, c'est que les mesures qui ont été prises par le canton de Vaud ces dernières années permettent d'inverser la tendance. Donc on observe, on est sur une courbe qui nous permet de réduire les émissions de CO2 par rapport à 1990. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est sur une tendance de moins 8% à l'horizon 2030 et non de moins 50 à moins 60%. Ce qui signifie que nous devons évidemment renforcer les mesures pour atteindre cet objectif de moins 50 à moins 60% à l'horizon 2030, raison pour laquelle le Conseil d'État a d'une part prévu 209 millions pour renforcer ces différentes mesures, mais prévoit aussi toute une série de révisions de lois cadres, parce que évidemment nous devons passer par des investissements, des subventions, des incitations, mais aussi par un renforcement de différentes lois cadres. Être en net zéro en 2050, ça veut dire qu'on compense exactement les émissions humaines par de la recapture. La recapture à l'heure actuelle, c'est un ensemble de... Alors il y a des technologies et il y a aussi des recaptures naturelles, notamment le reboisement, la réhumidification, enfin la remise en eau des tourbières. Les systèmes de capture de CO2, c'est vraiment... Ça ne peut pas du tout être fait à une échelle qui permettrait d'enlever tout le CO2 qu'on produit aujourd'hui. C'est vraiment dans le futur, certains secteurs seront très difficiles à décarboner, plus que d'autres. Le plus simple, c'est certainement de planter des arbres, mais de manière générale, on n'est pas encore super fort sur la recapture. On peut pas, on est dans des ordres de grandeur il nous faudrait 1000 fois ce qu'on pourrait faire à l'heure actuelle en recapture pour vraiment avoir un impact significatif sur le climat. Et du coup, la bonne solution, c'est d'arrêter de produire du CO2 pour en avoir le moins possible à compenser et à recapturer. Mais, cela étant dit, ce qu'on veut, c'est pas rester à 1,5. On veut redescendre. On veut revenir faire des températures moins caniculaires. On veut que les glaciers reviennent. On veut que les cycles de l'eau se restabilisent. Et donc, ça veut dire que normalement, en 2050, on commence à décroître derrière. Et ça, c'est possible que si on a baissé le plus possible les émissions et si on a déjà mis en place énormément de recapture. Donc, c'est là où est vraiment la difficulté. Ça veut dire que vraiment, ce qu'il faudrait faire, en vrai, c'est être proche de zéro en termes d'émissions de CO2, c'est-à-dire en net zéro bien avant, donc vers 2040, pour permettre à la recapture de faire son effet et qu'arrivé en 2050, la courbe commence à s'inverser. Les choses vont clairement trop lentement. Si on voulait respecter l'accord de Paris, là, on devrait se mettre à réduire à peu près de 8% par année nos émissions, ce qu'on n'arrive pas à faire. Et donc, ce qui manque, je pense, c'est de l'audace, de la volonté, mais de la volonté politique et au niveau des citoyens. On a aussi un problème qui fait qu'on a en Europe aussi, on voit post-Covid une certaine montée du climato-scepticisme, un peu avec, on va dire, les mouvements complotistes qui après le Covid se redirigent un peu sur la question du climat. Donc nous, on le voit, on voit beaucoup de gens qui minimisent la problématique ou qui questionnent, etc. Même en tant qu'Office fédéral à la météo suisse, quand on fait des blogs ou des publications, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup
de réaction climato-sceptique. Il y a un gros travail d'information qui doit encore être accéléré, mais j'ai le sentiment qu'il y a un changement aussi, une prise de conscience de plus en plus forte chez les politiques et au sein de la population, mais aussi au sein de l'économie. Certainement que la complexité de la chose a empêché le public de se saisir du sujet et d'aller lire les rapports et d'aller finalement comprendre ce que ça voulait vraiment dire pour eux concrètement, et donc ensuite de demander des changements aux politiciens et politiciennes. Ça, c'est sûr que c'est que très récemment, hein, peut-être dans les 15 dernières années, qu'on voit vraiment le public s'inquiéter de façon très aiguë sur les questions de changement climatique et de commencer à demander des comptes aux politiques. Il faut qu'à l'école, on en parle plus, il faut qu'il y ait des programmes de cours qui soient plus consacrés aux questions climatiques, à comment on fait, à donner aussi de la puissance aux enfants et aux jeunes. Ça fait des années en fait, que l'information est dehors, qu'elle est débattue dans l'espace public. Effectivement, force est de constater que ça a du mal à prendre et que probablement que l'information n'est pas suffisamment bien présentée, entre guillemets. Probablement que les gens ont beaucoup de soucis aussi dans leur vie et que ça, c'en est un de plus qui se rajoute par-dessus les soucis existants, et c'est bien compréhensible que ça fait beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui, même l'information, vont plus regarder la télé ou etc. Ils vont prendre toutes les informations sur les réseaux sociaux. Donc, on a besoin de vulgarisateurs scientifiques, même nous, les scientifiques. Si on veut toucher la population, on a besoin de vulgarisateurs scientifiques qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont assez populaires, qui vulgarisent bien d'une manière qui soit attractive à travers un peu vidéo style youtubeur, qui va permettre de faire passer les connaissances. Il faut aussi qu'on aille faire maintenant de l'éducation, de la médiation, apprendre sur ces sujets aux personnes, parce qu'on a aussi malheureusement une extrême droite, une droite assez féroce qui récupère ces enjeux et qui essaie d'opposer les classes populaires avec l'écologie en leur disant « Regardez, je vais vous interdire des trucs », mais c'est pas vrai en fait, on veut vous proposer autre chose. Chaque geste est utile et important. Alors je crois plutôt à une solution collective. Hein. Je suis contre toute moralisation des comportements individuels. Je pense que chacun doit faire sa part, c'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, si on prend un individu qui voudrait vivre en limitant son empreinte carbone individuelle au maximum, il arrivera à la réduire. La moyenne en Suisse, c'est à peu près 10 tonnes par année. Tu pourrais vraiment réussir à la réduire à 3-4 tonnes. Mais on dit qu'à peu près pour limiter le changement climatique, pour respecter l'accord de Paris, il faudrait 2 tonnes de CO2 en moyenne par habitant par année. Et donc ça, c'est quasiment impossible, à moins de renoncer à presque tout. Donc oui, il faut des changements structurels. Et déjà, ces changements structurels, donc il faut des lois, hein, il faut légiférer pour, par exemple, permettre que les alternatives meilleures pour l'environnement soient plus rentables ou plus favorisées. À mon avis, l'État a un rôle central, et puis c'est d'ailleurs tout le sens de mon combat politique. Enfin, je crois en l'État, je crois aux institutions, et c'est le rôle de l'État de fixer des lois cadres, c'est le rôle de l'État de débloquer des moyens financiers pour permettre aux particuliers, permettre aux entreprises de relever ces différents défis. Il y a évidemment les incitations, il y a les subventions. La classe politique a la responsabilité de permettre aux gens de vivre mieux sans nuire à la planète. Il faut interdire un certain nombre de surconsommations absolument non indispensables. Par exemple, les jets privés, par exemple, les vols internes courrier en Suisse, par exemple, un certain nombre de surconsommations qui sont de toute façon destinées à une assez petite minorité de personnes au final, qui prennent des vols Zurich-Genève. Je ne pense pas que c'est la majorité de la population qui va être impactée par cette surconsommation qu'on va petit à petit restreindre et interdire. Alors ce qui est clair, c'est que plus on attendra, moins on agira, plus le risque de voir des contraintes fortes nous tomber dessus ou être décidées par l'État sera important. Raison pour laquelle nous devons agir maintenant de façon conséquente. Le terme d'interdire, ça fait peur parce qu'on a l'impression qu'on restreint notre liberté. Mais je pense qu'il faut réfléchir à la question de la liberté. Parce qu'en fait, on devrait réfléchir à qu'est-ce qu'on autorise plutôt que de dire qu'est-ce qu'on interdit. Est-ce que vraiment on est d'accord d'autoriser des produits qui arrivent sur le sol européen, sur le sol suisse et qui ont du sang sur les mains en fait? On le sent, des enfants
qui ont été exploitées pour fabriquer ces habits, des femmes qui sont mortes dans les usines parce que les usines ne sont pas aux normes et qu'elles s'écroulent. Enfin, c'est des choses qui sont réelles. C'est évident que les gens apprécient le confort et n'apprécient pas les restrictions dans leur liberté de consommer, mais je pense que c'est soit on choisit de le faire dès maintenant et on peut aller doucement pour transitionner vers des habitudes sociales différentes, soit ça va être très brutal parce que de toute façon, c'est pas optionnel, c'est absolument nécessaire. Le seul choix qu'on a, c'est de le faire maintenant ou plus tard. Du coup, je pense qu'on devrait effectivement réguler le marché. Il ne va pas se réguler tout seul. Il n'a pas intérêt. Pourquoi ? Parce que le marché fait son beurre sur le travail gratuit, sur l'exploitation gratuite des ressources, sur tout ce qui est gratuit, forcément. C'est là qu'on peut se faire des marges. Enfin, c'est là qu'on peut faire des profits. C'est sur ce qui coûte pas cher et ce qui est gratuit. On doit quelque part faire en sorte que l'économie locale soit plus résiliente, soit plus forte. Il est clair qu'il y a certains modes de consommation peut-être qui sont à proscrire, qui sont à bannir. Est-ce que le modèle de Zalando, pour ne pas citer de marque par exemple, est le meilleur, alors qu'on sait que la plupart des vêtements que l'on va essayer chez soi et puis que l'on va renvoyer avec une bonne conscience toute relative à Zalando, finit dans des fournaises, finit brûlé. Est-ce que c'est vraiment le mode de consommation qu'on veut ? Moi personnellement, c'est pas le mode de consommation que je veux et je suis persuadé qu'il y a une majorité de la population qui est consciente aussi que l'on peut adapter nos modes de consommation et nos modes de production sans qu'il y ait un impact massif sur notre confort et sans qu'il y ait un impact massif sur notre dynamisme économique. Au contraire, en investissant dans d'autres modes de production, on renforce l'économie locale et on rend notre territoire beaucoup plus attractif d'un point de vue économique. Valoriser le commerce de proximité, valoriser les artisans, artisanes et puis ne plus passer par des grandes chaînes qui sont internationales. Par exemple, tu parles des habits, mais je veux dire H&M, Zara, c'est... Alors oui, ils jouent sur le business de la mode, quoi, mais le business des habits, c'est un truc de ouf sur l'impact que ça a aussi dans les pays étrangers, sur les conditions de travail, sur les désastres écologiques, etc. Enfin, il faut valoriser le commerce de proximité. On a besoin d'une économie qui fonctionne au niveau local et pour ça, valoriser les savoirs artisans et puis partager, enfin, tu vois, les idées de friperie, de troc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui pourraient être mises en place dans le local, en fait. C'est quelque chose qui pourrait être fait. Et pour ça, il faut abandonner les grandes chaînes, je pense. Les grandes chaînes qui sont juste effroyables dans l'argent qu'elles se font en étant installées dans les différents pays et en fait, en exploitant de la main-d'œuvre quasi gratuite dans les pays étrangers, en fait, pour nous vendre ici un business dont on n'a pas vraiment besoin. On croit qu'on a besoin parce qu'on est influencé par la publicité. Il faut absolument découpler l'économie de la consommation de pétrole. Ça a été pendant très très longtemps le cas que les deux courbes de consommation de pétrole et le produit intérieur brut allaient exactement de concert. En fait, les courbes étaient à peu près identiques. Et ça, c'est très simple. En fait, c'est que pour créer des biens, créer des services, il faut transformer il faut utiliser de l'énergie en fait pour transformer la matière ou pour déplacer les gens ou pour effectuer des services. Donc à partir du moment où l'économie a besoin d'une source d'énergie et que cette source d'énergie c'est le pétrole, du coup les deux sont totalement corrélés. Ce qu'il faut donc faire, c'est sortir complètement du pétrole, remplacer ça par des énergies renouvelables. Et là, on peut découpler déjà changement climatique et économie. Mais après, ça veut aussi dire que la taille de l'économie sans le pétrole, c'est beaucoup plus petit. Et ça, c'est quelque chose auquel il va falloir s'habituer. Pareil pour le commerce international, il va être forcément réduit aussi. Parce qu'on ne peut plus transporter la même quantité de matière de pays en pays si on a moins d'énergie pour déplacer les choses. On a besoin de mouvements collectifs, de mouvements sociaux. Moi, je pense que les mouvements sociaux, c'est ce qui est le plus à même de changer les choses. Mais les mouvements sociaux, ça peut être à la fois des associations de quartier où on réfléchit à ces questions dans notre quartier, où on fait des jardins potagers communautaires dans le quartier, où on partage la nourriture, où on partage des plateformes de covoiturage. Enfin, il y a plein de sortes de petites associations, solutions de base comme ça. Il faut se relier, quoi, parce que c'est ensemble qu'on peut trouver des solutions, comme justement à l'échelle d'un quartier, faire des plateformes de covoiturage pour aller au travail, ou bien faire un jardin potager commun, en fait, ensemble et en faisant bénéficier tout le monde. Il faut retrouver cette échelle du collectif au local où se pratique la démocratie. Et après, je pense qu'il faut des mouvements sociaux qui viennent aussi attaquer les lobbies. Il faut aussi des changements de comportement individuel à large échelle. Il ne s'agit pas que quelques personnes changent, mais il s'agit qu'une majorité
change. En Suisse, on a plusieurs points qui pourraient de toute façon être améliorés. Les Suisses consomment trop, de façon générale, et de tout. Il ne faut pas forcément acheter si on n'a pas besoin. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Je peux acheter seconde main, etc. Notamment le numérique, garder mes choses, mes smartphones, essayer de les garder 6 ou 7 ans. C'est pas très sexy, cette piste-là, mais de réduire notre consommation, d'arrêter d'avoir besoin d'énergie pour tout, d'avoir besoin de batterie pour tout. Mais c'est malheureusement le meilleur espoir pour essayer de rester dans les limites planétaires. C'est effectivement une donnée scientifique, c'est qu'en fait on surconsomme de l'alimentation animale. En termes d'émissions carbone, je pense que toutes les études montrent que l'alimentation végétale fait partie des nerfs de la guerre pour réduire nos émissions carbone. C'est une question d'habitude et qu'en fait les gens, la plupart, ignorent en fait qu'on peut tout à fait se nourrir bien, avec qualité et de manière, que ce soit bon avec de l'alimentation végétale. Et je pense pour ça il faut expérimenter, il faut montrer que c'est possible. Mais tu vois, l'alimentation collective, la restauration des écoles, des cantines, etc. Là, c'est vraiment pour moi l'enjeu où on doit pouvoir proposer une offre végétale principale qui puisse montrer et habituer des tout petits, les enfants et les plus grands à se dire mais en fait je vais très bien, je mange pas de la viande tout le temps et peut-être j'en mange une fois par semaine et en fait je me porte pas mal, j'ai pas de carence. Si on travaille pas là-dessus, du coup il faudra surtravailler sur le reste. On peut choisir de pas travailler là-dessus, mais c'est dommage parce que c'est vraiment une source d'émissions carbone importante. Dans le prix des biens qu'on consomme, on ne paye pas ce qu'on appelle les externalités. Les externalités, c'est par exemple les dégradations environnementales liées qui vont coûter à la société dans le futur, aux générations futures, mais aussi actuellement, mais qui est payé par la société, donc à travers nos impôts, à travers le contribuable. Donc dans les prix des choses, ce n'est pas répercuté. Donc c'est un peu le problème. J'ai un petit problème avec l'augmentation des prix, c'est que ce que ça va créer, c'est que les personnes qui ont plus de moyens vont pouvoir continuer à faire comme ils veulent, ou des personnes plus précaires vont plus pouvoir faire comme les autres. Donc je trouve que ça crée une inégalité. Et moi je trouve que dans l'écologie, il faut chercher une égalité. C'est pas possible, tu vois. C'est pas possible qu'il y ait les plus riches qui bouffent de la viande et puis les autres pas, quoi. Apprendre aux gens à cuisiner, apprendre aux gens à valoriser d'autres produits, à cultiver notre nourriture aussi, ça passera par là, tu vois. Apprendre à la diversité des légumes, des fruits qui poussent, des céréales. Enfin, il va falloir une sensibilisation à l'alimentation et à l'agriculture qu'on a perdue avec l'agro-industrie, qu'on a complètement perdue parce qu'on mange des produits surgelés le soir, tu vois, et qu'on peut acheter comme ça, on ne sait même plus d'où vient la bouffe, alors que c'est quand même lié à la terre, c'est lié à la biodiversité aussi, l'alimentation. Ils utilisent trop leur voiture, ou beaucoup trop leur voiture, alors que le réseau ferré est un des meilleurs du monde. On est quand même dans un pays où là, le mois passé, on vote au Parlement national un crédit pour agrandir les autoroutes. Non mais c'est très étrange. Mais en même temps, vous me direz, tu vois, Albert Rochety, c'était un lobbyiste du pétrole qui bosse dans l'automobile et aujourd'hui il se retrouve à la tête de l'environnement au Parlement fédéral. C'est lui qui fait voter ça. Donc en fait, tu vois, je pense qu'il faut proposer des choses, il faut repenser le système, mais il faut s'attaquer aussi à ceux qui n'ont aucun intérêt et qui vivent dans un cynisme complet, qu'ils n'ont pas envie de ralentir, ils n'ont pas envie qu'on préserve la planète. Eux, ils veulent juste continuer leur business. En Suisse, le premier secteur d'émissions, c'est le transport, à peu près 40% des émissions. Les transports publics gratuits ou en tout cas à un prix hyper réduit, quoi. Ça, c'est, je pense, nécessaire. C'est une raison pourquoi les gens ne les prennent pas, ça coûte beaucoup trop cher. C'est pas abordable. Donc la voiture électrique, c'est bien, mais c'est pas non plus la panacée, parce que c'est toujours très polluant, c'est beaucoup de matière, notamment les batteries. Il n'y aura pas de voiture électrique pour tout le monde aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut être clair avec ça. Bien sûr qu'il faut électrifier et puis ne plus dépendre du pétrole. Il faudrait qu'on électrifie les transports publics. On ne peut pas garder l'engin individuel motorisé, tu vois, même s'il est électrique. Ça va pas en fait, parce que ça consommera trop. Électrifier, ça veut dire qu'il faut bien prendre l'énergie à quelque part. Elle n'est pas infinie, l'énergie. Elle veut dire qu'on doit exploiter des ressources, qu'on doit élever des barrages, utiliser de l'eau, qu'on doit faire des panneaux solaires. Bon, tout ça, c'est très bien, mais il va falloir qu'on réduise, qu'on produise moins. Et pour produire moins, du coup, il ne faut pas non plus... Ça ne sert à rien, en fait, si on surconsomme des voitures électriques. Le mieux, c'est le vélo, quoi. Pour être clair, le vélo et le train. Les pompes à chaleur, la géothermie, les panneaux solaires, c'est super. Mais aussi à côté, il faut réduire sa consommation d'électricité. Oui, en ville, avoir le vélo, c'est beaucoup plus efficace et rapide que la voiture.
Mais si je veux aller en montagne, si je veux aller en France voisine, c'est plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. C'est des fois des bâtons dans les roues parce qu'il n'y a pas encore l'infrastructure nécessaire. Certaines solutions sont aussi meilleures pour l'environnement, sont aussi meilleures pour la santé, hein, notamment dans l'agriculture. Il y a une très bonne corrélation. Donc, on peut dire, bon, ben, si l'environnement, ça vous est égal, au moins votre santé est importante. Donc, peut-être, voilà, typiquement un air moins pollué. Si on réduit le trafic motorisé, la qualité de l'air est meilleure, ce qui est meilleur pour la santé de tout le monde, de tous les habitants. Donc, beaucoup de solutions qui sont bonnes pour l'environnement sont bonnes pour la santé des individus. Je pense qu'on peut se focaliser là-dessus. Il y a trop de consommation de plastique, par exemple. Les bâtiments sont encore très vieux. Il y a plus d'1 million de bâtiments qui est mal ou peu isolé et qui est chauffé avec du gaz ou du fioul. Donc ça c'est des choses absolument à changer, par exemple. Là, il y a une grosse possibilité d'amélioration, ça c'est certain. Les bâtiments, oui, il faut assainir rapidement et pour ça, il faut forcer les propriétaires à assainir très rapidement. Et puis, il faut maintenant mettre des panneaux solaires sur tous les toits. Enfin, il ne faut plus tergiverser. On n'a pas besoin de plus que former les gens et subventionner de façon adéquate la transformation des bâtiments. Donc, alors, il faut inclure là-dedans qu'il faut les isoler pour l'hiver, mais il faut aussi permettre qu'ils évacuent mieux la chaleur en été. Parce que ça, avec l'augmentation des températures, on le sait déjà, il faudra de la climatisation. Donc, la climatisation, ça veut dire plus d'électricité, plus de matière. Est-ce qu'on ne peut pas prévoir tout de suite le fait qu'il va faire plus chaud et que donc il va falloir isoler dans l'autre sens aussi? Je pense que oui. La transition écologique, ça va créer plus d'emplois, à la fois dans l'agriculture, dans les métiers de l'assainissement du bâtiment, dans l'installation de panneaux solaires, dans beaucoup de choses. Et puis, et voilà, donc en fait, on va gagner aussi en pouvoir d'achat avec des mesures comme les transports publics à moindre coût, en fait. Donc voilà, il y a une sorte de révolution économique à faire, c'est clair, mais elle est prometteuse, puis il y a des gens qui pensent la décroissance et il faut un petit peu s'intéresser à ces théories de la décroissance qui permettent de comprendre que la décroissance, c'est une étape où on se dit on allait trop loin, on réduit, et puis on essaie aussi de conserver les besoins humains et de les valoriser dans le cadre des limites planétaires. On pourrait décider qu'on réduit le temps de travail de quelques heures chaque semaine et on précise aux gens que cette diminution du temps de travail, on aimerait que le temps dégagé soit utilisé pour que les personnes s'informent ou agissent pour le climat. Travailler moins, c'est-à-dire prendre soin de nos proches, prendre soin du vivant, prendre soin de cultiver ses légumes, c'est quelque chose qui va être important, je pense, ouais. Faire moins de travail salarié et du coup consommer moins, mais prendre plus de temps pour nous, nos proches, et je pense que ça nous ferait retrouver aussi un rythme plus sain où on peut se reposer, prendre soin de sa santé, en fait, pas s'exploser à travailler pour faire durer un système qui détruit la planète. C'est complètement fou. Protéger l'environnement, ça doit être quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, qui soit presque un style de vie, comme au final le style de vie qui est très lié à la consommation, à la mode, etc. Ben, faut que ça change et que ce soit plus un style de vie qui est plus lié à on va dire, je sais pas, moi j'aime bien imaginer évoluer en accord avec son environnement. Et ça, voilà, moi j'essaie de le faire au travers ma pratique du ski. Voilà, par exemple, si on prend la pratique du ski, bon, on peut dire que c'est une pratique globalement, un sport globalement assez polluant, mais il y a 1000 façons de le faire. Il y a des gens qui vont skier avec un hélicoptère. Moi, voilà, j'essaie de, à travers mes films, proposer une façon d'aller skier en randonnée et en train. Et puis, aller plus lentement, profiter aussi de regarder la nature qui est jolie autour. Enfin, quand on va en haute montagne, c'est un décor magnifique. Malheureusement, qui est en train de changer parce que les glaciers sont en train de disparaître. Mais aussi, voilà, s'arrêter sur ces choses-là et essayer de changer les comportements à travers ça. L'industrie du ski, c'est comme l'industrie du béton, aussi l'industrie du bâtiment. Il faut aussi qu'on réduise le béton, en fait, c'est tout. Mais c'est des industries qui se sont construites, qui ont construit leur modèle économique sur la dépendance au ski, qui permettent une industrie du tourisme très rentable, ou alors c'est l'industrie du béton qui permet aussi, le béton c'est un matériau qui émet beaucoup de CO2, mais qui est très rentable.
il coûte pas cher. Et du coup, c'est de nouveau des choses où c'est tellement rentable que les industries sont basées sur ces modèles. L'industrie de la construction sur le béton, l'industrie du tourisme en montagne sur le ski. Et aujourd'hui, on est complètement dépendant pourtant d'un modèle qui détruit la planète. Aujourd'hui, on a ce projet de canon à neige. Et puis les chefs du tourisme, les uns les masses, ils ferment les yeux comme ça, ils font l'autruche. Parce que juste, ça leur demanderait trop de passer à un autre tourisme parce que ça serait moins rentable. Mais il va falloir en fait, c'est juste qu'on ne va pas construire des canons à neige aujourd'hui en 2023. Mais eux, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils ont prévu. Alors heureusement qu'il y a des gens qui s'opposent. Mais eux, c'est toujours ce qu'ils prévoient. Et l'État finance ça. Donc il y a des contradictions au sein de l'État. Et il devrait se positionner plus fermement. De même sur le béton, l'État devrait beaucoup plus agir sur le béton et l'industrie de la construction. Je recommanderais de pas trop se stresser par rapport aux actions individuelles, de choisir une ou deux choses qu'on peut faire facilement ou qu'on pense vouloir faire par conviction et qu'on sait que ça va être peut-être difficile, mais on est motivé pour le faire. C'est-à-dire, je pense que dans la myriade de choses qu'on pourrait faire, en choisir quelques-unes qui ont beaucoup d'impact. Chaque citoyen doit s'informer, évidemment, doit s'intéresser à la vie politique, au débat politique, participer au débat politique. Nous avons la chance d'avoir un système de démocratie qui fait participer le citoyen aux différentes décisions. L'avenir des jeunes dépend des choix politiques d'aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut voter, élire les bonnes personnes. Donc j'ai envie d'engager tout le monde à aller voter. C'est un geste tellement simple, ça prend 5 minutes. On a la chance de vivre dans une démocratie directe, de pouvoir voter sur plein de choses. Voilà, ça nécessite un peu de s'y intéresser. C'est le rôle des nouvelles générations de bousculer quelque part l'ordre établi. Il est vrai que là, on est face à une double urgence, la lutte contre l'érosion de la biodiversité, le réchauffement climatique. Donc, on doit faire plus, et puis les autorités en ont parfaitement conscience, et puis prennent leurs responsabilités. Maintenant, c'est le rôle aussi des nouvelles générations de venir de temps à autre renverser la table et puis challenger cet ordre établi. Il faut s'intéresser, dénoncer, se mettre ensemble, s'organiser, etc. Parce que la politique, c'est accessible. C'est accessible, c'est là, c'est le Parlement, il est à quelque part. Moi, j'ai été élue, mais même si tu n'es pas élu, tu peux quand même t'intéresser et puis comprendre ce qu'ils votent et leur mettre une pression. Et les jeunes ont un pouvoir grand à faire là-dessus. On voit de plus en plus de collectifs qui lèvent leur voix pour contrecarrer ça, et on est dans un système démocratique où on peut le faire. Voilà, on peut faire des référendums. Ça peut être intéressant de distribuer des tracts pour un de ces collectifs, par exemple. Et il y a des collectifs plus radicaux qui, par exemple, bloquent des routes ou qui occupent des bâtiments ou qui disruptent l'espace public. Et ça aussi, c'est des manières tout à fait légitimes de s'engager parce que c'est très urgent et il faut déclencher un changement au niveau national. On peut souhaiter de retrouver notre puissance collective pour fabriquer un monde qui nous ressemble et qui prend soin du vivant. Chacun doit faire des efforts. Les personnes qui consomment le plus doivent faire le plus d'efforts. C'est à eux de faire les efforts en premier et c'est certainement eux qui les feront les derniers.